Ma petite amie a dit, tu n'as pas d'avenir. J'ai répondu, pas avec toi. Ensuite, j'ai accepté l'emploi de mes rêves à Paris, j'ai coupé tous les contacts et j'ai construit une vie avec quelqu'un qui m'appréciait vraiment. Plus tard, quand mon succès est devenu public, j'ai simplement regardé alors qu'elle essayait de revenir dans ma vie. Mon nom est Marc. J'ai 31 ans et je travaille dans la conception de produits pour une entreprise technologique de taille moyenne à Lyon. Ma vie a toujours été assez structurée. J'aime avoir un plan, construire vers quelque chose, savoir où je vais. Je loue un appartement d'une chambre près des quais du Rhône, je gère mes finances de près et je passe la plupart de mes soirées soit à la salle de sport, soit à esquisser des idées pour des projets personnels. Ma petite amie, Léa, a 29 ans. Nous étions ensemble depuis 3 ans. Pendant la dernière année et demie, elle vivait pratiquement chez moi, même si son nom n'a jamais été sur le bail. Elle travaille dans le marketing et se nourrit d'attention. Elle adore les dîners coûteux, les photos sur les toits terrasses et s'assurer que tout le monde en ligne sait exactement ce qu'elle fait à chaque instant. Au début, je pensais que nous nous équilibrions. Elle apportait la spontanéité. J'apportais la stabilité. C'était la théorie. La réalité a commencé à changer il y a environ 1 an, quand j'ai commencé à postuler pour des emplois en dehors de Lyon. Je travaillais sur un portfolio depuis des mois, l'envoyant discrètement à des cabinets à Paris. Cela avait toujours été mon objectif de travailler là-bas au moins une fois dans ma vie. Des projets plus grands, des équipes plus importantes, plus de place pour grandir. Léa détestait cette idée. Elle ne l'a pas dit directement au début. C'est sorti de façon détournée. Des petits commentaires. Tu penses vraiment que tu es fait pour Paris? Tu sais que ce n'est pas si facile, n'est-ce pas? Des milliers de personnes veulent ces emplois. C'était toujours présenté comme de l'inquiétude, mais cela ne semblait jamais être du soutien. Puis c'est devenu plus tranchant. Un soir, nous dînions avec 2 de ses amis. Ils parlaient de plans à long terme, de fiançailles, de maisons, de projets à 5 ans. L'un d'eux a demandé quand je prévoyais de m'installer dans quelque chose de plus permanent. Avant que je puisse répondre, Léa a ri et a dit, il poursuit toujours ses rêves. J'attends juste qu'il comprenne qu'il n'a pas vraiment d'avenir comme ça. Tout le monde a ri comme si c'était une blague. Pas moi. Plus tard cette nuit-là, quand nous sommes rentrés, je lui ai demandé ce que cela signifiait. Elle a levé les yeux au ciel et a dit que j'étais trop sensible. Puis elle a prononcé la phrase qui a tout changé. Tu n'as pas d'avenir comme tu le penses. Tu es confortable. C'est tout. Les hommes confortables ne deviennent pas exceptionnels. Elle l'a dit calmement. Pas de colère, juste un constat. Je l'ai regardée pendant un long moment et j'ai réalisé quelque chose d'inconfortable. Elle ne croyait pas en moi. Ni en privé, ni en secret, pas du tout. Et c'est à ce moment-là que quelque chose en moi a basculé. Le lendemain matin, je n'en ai pas reparlé. Je ne me suis pas disputé. Je ne me suis pas défendu. Je n'ai pas essayé de la convaincre qu'elle avait tort. Je me suis réveillé à 6 heures, je suis allé faire ma course habituelle le long du fleuve, et j'ai rejoué sa phrase dans ma tête à chaque pas. Les hommes confortables ne deviennent pas exceptionnels. Au moment où je suis revenu à mon appartement, trempé de sueur et la respiration régulière, j'avais fini de traiter cela émotionnellement. Je suis passé directement à l'action. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai consulté le courriel du cabinet parisien avec lequel je correspondais de manière informelle. Il m'avait invité à soumettre un portfolio mis à jour si je voulais être considéré pour un poste de direction qui venait de s'ouvrir. J'avais hésité, me disant que j'avais besoin de quelques mois de plus pour peaufiner les choses. Pour me préparer. J'ai joint mon portfolio actuel exactement tel qu'il était. Puis j'ai écrit un courriel direct et concis. Je suis prêt à être considéré. Je peux déménager immédiatement. J'ai appuyé sur envoyer avant de pouvoir trop y réfléchir. Léa s'est réveillée vers 8 heures et m'a trouvé déjà habillé pour le travail, consultant une autre offre d'emploi sur mon téléphone. Tu es encore sur ton truc de Paris, a-t-elle dit en se versant un café. Oui. Elle s'est appuyée contre le comptoir. Marc, je n'essaie pas d'être méchante. Je ne veux juste pas que tu construises ton ego autour de quelque chose d'irréaliste. Je l'ai regardé calmement. Je ne construis pas mon ego. Je construis des options. Elle a levé les yeux au ciel. Tu parles toujours comme ça.
Option, croissance, potentiel. À un moment donné, tu dois accepter ton niveau. Ce mot est resté gravé en moi. Niveau. Le même après-midi, j'ai contacté 2 anciens collègues qui s'étaient installés dans le Marais. J'ai posé des questions sur les ouvertures. Sur le logement. Sur les délais. Pas de drame. Pas de discours, juste de la logistique. Ce soir-là, au lieu de m'asseoir sur le canapé pendant qu'elle faisait défiler son téléphone, j'étais à mon bureau à peaufiner des études de cas et à mettre à jour des indicateurs. Elle l'a remarqué. « Tu es bizarre », a-t-elle dit. « Comment ça ? Tu agis comme si tu vivais déjà ailleurs. » Je n'ai pas discuté parce que mentalement, j'étais déjà parti. Et cette fois, je n'attendais pas des semaines ou des mois pour voir si elle allait commencer à croire en moi. J'avançais immédiatement. 2 jours après avoir envoyé ce courriel, j'ai reçu une réponse du cabinet parisien. Il voulait organiser un entretien vidéo avec le responsable du produit. Je ne l'ai pas dit à Léa, non pas parce que je me cachais, mais parce que j'en avais fini de soumettre mes ambitions à ses commentaires. J'ai réservé le créneau le plus tôt possible le jeudi matin avant le travail. J'ai réorganisé mon calendrier, bloqué l'heure et dit à mon directeur que j'avais un rendez-vous chez le dentiste cette semaine-là. Léa continuait de faire des petites remarques. « Tu es silencieux ces derniers temps. Juste concentré sur quoi ? Le travail ? » Elle m'étudiait comme si elle essayait de décoder quelque chose. « Tu as intérêt à ne pas déprimer pour cette histoire de Paris. Je ne veux pas que tu sois déprimé quand ça tombera à l'eau. » J'ai simplement hoché la tête. Jeudi matin, je me suis réveillé à 5h30, j'ai pris ma douche, j'ai mis une chemise propre, j'ai dégagé mon bureau et j'ai ajusté l'éclairage pour ne pas avoir l'air blafard à la caméra. L'appel a commencé à 7h. Il a duré presque 90 minutes. Nous avons parlé de la mise à l'échelle des équipes, de la stratégie produit, de la direction des concepteurs au lieu de simplement exécuter des tâches. Le responsable du recrutement a posé des questions pointues, et j'ai répondu sans hésiter. Quand cela s'est terminé, il a dit « Nous allons agir rapidement ». J'ai fermé l'ordinateur portable et je suis resté assis là en silence pendant 1 minute entière, pas excité, pas en train de célébrer, juste stable. Quand Léa s'est réveillée, j'étais déjà habillé pour le bureau. « Tu as l'air étrangement motivé aujourd'hui », a-t-elle dit en servant le café. Grosse présentation plus tard. Elle a hoché la tête, sans intérêt. Cet après-midi-là, alors que j'étais en réunion, mon téléphone a vibré. Un courriel. Il voulait me faire venir à Paris la semaine prochaine pour un dernier entretien en personne. Tous les frais de voyage étaient couverts. J'ai regardé le message et j'ai senti quelque chose se solidifier en moi. Ce n'était pas un fantasme. C'était un élan. Ce soir-là, Léa s'est plainte de son patron pendant 20 minutes d'affilée pendant que je préparais le dîner. Elle n'a pas posé de questions sur ma journée. Elle le faisait rarement désormais. À un moment donné, elle m'a regardé et a dit, « Tu sais, j'espère juste que tu ne construis pas ton identité autour de quelque chose d'irréaliste. C'est dangereux de penser que tu es fait pour plus. Fait pour plus. » J'ai failli rire parce que pour la première fois depuis des mois, je ne me sentais pas sur la défensive. Je me sentais certain, et elle n'en avait aucune idée. L'invitation officielle pour l'entretien en personne est arrivée le lendemain matin avec les options de vol jointes. J'ai réservé le voyage pendant ma pause déjeuner. Je ne l'ai toujours pas dit à Léa. Ce week-end-là, elle m'a traîné à une soirée sur un toit pour l'un de ses amis. Le genre d'événement où tout le monde parle de promotion, d'augmentation et de qui emménage dans quel immeuble de luxe. À un moment donné, quelqu'un a demandé quel était mon plan à long terme. Avant que je puisse répondre, Léa a ri. Marc est encore en train de chercher. Il aime garder les choses sûres. Sûr ? C'était encore là. Ce dédain discret et public déguisé en humour. Je ne l'ai pas corrigé. Au lieu de cela, je l'ai laissé continuer à parler. Il parle de Paris parfois, a-t-elle ajouté en levant les yeux au ciel. Mais honnêtement, tout le monde n'est pas fait pour ce rythme. Quelques personnes ont hoché la tête poliment. J'ai juste pris une gorgée de ma boisson et j'ai pris une note mentale. Elle était à l'aise avec le récit où j'étais limité. Lundi matin, j'ai préparé un petit bagage à main et je lui ai dit que j'avais une conférence de travail de 2 jours hors de la ville. Elle a à peine réagi.
Essaie de ne pas trop promettre, a-t-elle dit. Tu sais comment tu es. Comment je suis? Déterminé, concentré, ambitieux. Le vol pour Paris a été calme. J'ai passé la majeure partie du temps à réviser des notes stratégiques et à réfléchir au genre de vie que je voulais réellement. Pas ce qui correspondait à ses attentes, pas ce qui la gardait confortable, mais ce que je voulais. L'entretien a duré presque 3 heures. J'ai rencontré l'équipe de direction et j'ai participé à des sessions de résolution de problèmes en direct. Ils ont demandé comment je gérerais l'expansion d'une ligne de produits à l'international. Ils ont interrogé sur les échecs de leadership. Ils ont poussé fort. Je n'ai pas bronché. À la fin, le directeur m'a accompagné à l'ascenseur. Nous serons en contact très bientôt, a-t-il dit. Très bientôt. Lors du vol de retour, je ne me suis pas senti nerveux. Je me suis senti détaché. Pour la première fois en 3 ans, mon avenir ne dépendait pas de l'approbation de Léa. Quand je suis rentré mardi soir, elle était sur le canapé en train de faire défiler son téléphone. Comment s'est passée ta petite conférence, a-t-elle demandé sans lever les yeux. Productive, a-t-elle ricané. Tant que tu ne gaspilles pas ton énergie à poursuivre quelque chose qui ne te correspond pas. J'ai posé mon sac. Je n'ai pas discuté parce que je savais quelque chose qu'elle ignorait. Et dans les 48 heures, tout allait changer. L'offre est arrivée mercredi après-midi. Un salaire de base de 30% supérieur à ce que je gagnais. Prime de performance, programme de relocalisation, prime de signature, parcours de leadership sous 18 mois. J'ai lu le courriel 3 fois pour m'assurer que je ne projetais pas de sens sur quelque chose de vague. Ce n'était pas vague. Il me voulait à Paris dans 6 semaines. Je n'ai pas ressenti d'adrénaline. Je n'ai pas ressenti de panique. J'ai ressenti de la clarté. Je suis sorti de mon immeuble de bureau et j'ai appelé le directeur du recrutement. J'accepte. Nous avons discuté de la logistique pendant 10 minutes. Date de début, option de logement temporaire, calendrier administratif. Quand j'ai raccroché, je n'ai pas appelé Léa. Je suis rentré chez moi. Elle était au comptoir de la cuisine en train de se plaindre au téléphone à propos d'un collègue qui avait reçu le crédit d'une campagne qu'elle prétendait avoir construite. Quand elle m'a vu, elle a levé un doigt pour signifier que je devais attendre. Je suis allé dans la chambre, j'ai pris le dossier où je gardais mon contrat de bail et je me suis assis sur le bord du lit. Quand elle a fini son appel, elle est entrée. « Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ces derniers temps ?» a-t-elle demandé. « Rien. Tu es distant. C'est agaçant. » Je l'ai regardé calmement. J'ai eu le poste à Paris. Elle a cligné des yeux. Quoi? Ils ont fait une offre. J'ai accepté. Il y a eu un silence. Pas de choc, pas de fierté. Du calcul. Tu as accepté sans m'en parler? Oui. Son expression s'est durcie. Alors tu pars, tout simplement? Je déménage dans 6 semaines. Elle a ri, mais il n'y avait pas d'humour. Marc, sois sérieux. Je suis sérieux. Son ton a changé rapidement. Tu ne peux pas simplement déraciner ta vie parce que quelqu'un a agité un titre brillant devant toi. Je me suis levé. Tu m'as dit que je n'avais pas d'avenir. Je ne le pensais pas comme ça. Tu as dit que les hommes confortables ne devenaient pas exceptionnels. Elle a croisé les bras. Tu surréagis. Non, je réponds. Le silence s'est étiré entre nous. Finalement, elle l'a dit. Si tu déménages, c'est fini entre nous. Je n'ai pas hésité. Pas avec toi. C'était le moment. Pas de cris, pas de larmes, juste la réalité qui tombait exactement là où elle le devait. Elle m'a regardé comme si je venais de mal calculer quelque chose d'évident. Tu choisis un travail plutôt que moi. J'ai secoué la tête. Non, je choisis un avenir plutôt que le doute. Elle a fait les 100 pas une fois dans la chambre, les bras serrés sur sa poitrine. C'est impulsif. Tu es émotif. J'ai presque souri à cela. Rien de tout cela n'était impulsif. Je construisais cela discrètement depuis des mois. Tu as dit que je n'avais pas un avenir comme je le pensais, lui ai-je rappelé. Parce que j'essayais de te protéger de l'humiliation. Cette phrase m'a tout dit. Elle ne se voyait pas comme quelqu'un qui ne me soutenait pas.
Elle se voyait comme réaliste, comme supérieure en jugement. Tu n'as jamais cru que je pouvais le faire, ai-je dit calmement. Elle a hésité. Je ne pensais juste pas que tu étais fait pour ce niveau. C'était encore là. J'ai ramassé le dossier du bail. Je serai parti d'ici la fin du mois prochain. Tu peux rester ici jusque-là ou tu peux partir plus tôt. Ton nom n'a jamais été sur le bail. C'est là que le ton a changé. Alors c'est tout? 3 ans et tu me coupes les ponts comme ça? Je l'ai regardé fixement. Tu m'as dit que je n'avais pas d'avenir. Elle a expiré brusquement. J'étais frustré. Les gens disent des choses. Non, les gens révèlent des choses. Cela a porté ses fruits pour la première fois. Elle n'a pas eu de réponse rapide. Au lieu de cela, elle a tenté une autre approche. La distance pourrait fonctionner, a-t-elle dit. Une fois que tu seras installé, je pourrais envisager une mutation. Paris a de bons cabinets de marketing. La rapidité de ce pivot était presque impressionnante. Il y a une semaine, Paris était irréaliste. Maintenant, c'était une option. J'ai secoué la tête. Tu m'as déjà dit ce que tu pensais de moi. Ce n'est pas juste. C'est exact. Elle s'est tue à nouveau, mais cette fois ce n'était pas avec dédain. Elle évaluait, calculant si je bluffais. Je ne bluffais pas. Au cours des jours suivants, j'ai commencé à faire mes cartons délibérément. Les livres d'abord, puis les vêtements d'hiver, puis les documents. Pas de drame. Pas de longues discussions. Elle oscillait entre une indifférence froide et des tentatives soudaines de conversation normale. Un soir, elle a dit, « Tu vas le regretter quand tu réaliseras que tu ne peux pas rivaliser là-bas. » Je n'ai pas répondu parce que quelque chose avait changé. Pour la première fois depuis notre rencontre, je n'avais pas besoin qu'elle voie mon potentiel. Je l'habitais déjà. À la 2e semaine, l'appartement semblait différent. Pas hostile, juste transitoire. Léa a cessé de prétendre que c'était temporaire. Elle a arrêté de suggérer la distance. À la place, elle a commencé à faire des commentaires qui semblaient moins assurés qu'avant. Paris est cher. Tu vas épuiser ce salaire rapidement. J'ai fait les calculs. Tout le monde pense qu'il va sortir du lot là-bas. La plupart des gens disparaissent. Je verrai bien. Elle me regardait emballée comme si elle attendait une hésitation. Il n'y en avait aucune. J'ai finalisé mes documents de relocalisation, signé le nouveau contrat électroniquement et obtenu un logement temporaire dans le Marais pour les 3 premiers mois. Tout avançait proprement, efficacement. 3 jours avant mon vol, elle a essayé à nouveau. Nous étions assis au comptoir de la cuisine. Elle avait l'air fatiguée, moins tranchante. Tu ne vas vraiment pas reconsidérer? Non. Tu gâches 3 ans. Non, ai-je dit calmement. Je refuse de gaspiller les 30 prochaines années. Cela a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Puis elle a dit quelque chose de presque doux. Tu penses que quelqu'un là-bas va t'apprécier davantage? Je me suis levé et j'ai fermé ma valise. Oui. Elle n'a pas discuté. Le matin de mon vol, elle ne s'est pas réveillée pour me dire au revoir. Cela semblait approprié. Le trajet en taxi vers l'aéroport a été calme. Pas dramatique, pas cinématographique, juste un mouvement vers l'avant. Quand l'avion a décollé, je n'ai pas regardé l'horizon derrière moi. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai examiné les documents d'intégration de ma nouvelle équipe. Le premier mois à Paris a été acharné. De longues heures, de plus grandes attentes, des décisions plus rapides, mais j'ai prospéré. Les projets étaient complexes. L'équipe était brillante. Personne ne minimisait l'ambition. Personne ne présentait la croissance comme un fantasme. Les évaluations de performance étaient directes. Si quelque chose devait être amélioré, il le disait. Si quelque chose était solide, il le disait aussi. Des objectifs clairs, des résultats clairs. En 6 mois, je dirigeais une petite équipe. En 1 an, j'ai été promu en avance sur le calendrier. Je n'ai rien publié à ce sujet. Je ne l'ai pas diffusé. J'ai juste continué à construire. Et finalement, le succès finit par devenir visible de lui-même. Même pour les personnes qui ont dit un jour que vous n'aviez pas d'avenir.
Environ 18 mois après mon déménagement, l'entreprise a annoncé un lancement de produits majeurs. Cela s'est bien passé, très bien même. Les blogs technologiques l'ont repris. Quelques entretiens ont suivi. Mon nom était attaché au déploiement en tant que responsable de la refonte. Rien de tel qu'une célébrité, juste de la visibilité. C'est ainsi qu'elle m'a retrouvé. Le premier message est arrivé sur LinkedIn. Waouh, regarde-toi. Pas de salutation, pas de contexte, juste ça. J'ai fixé la notification pendant un long moment avant de l'ouvrir complètement. J'ai toujours su que tu y arriverais, a-t-elle écrit. Paris te va bien. C'était intéressant parce que la dernière fois que nous avions parlé, Paris était irréaliste. Je n'ai pas répondu. Une semaine plus tard, un message texte est arrivé d'un numéro inconnu. Salut, c'est Léa. J'ai changé de téléphone. Je ne l'avais jamais bloqué. Je ne l'avais simplement jamais contacté. J'ai laissé le message en lu. 2 jours après, elle en a envoyé un autre. J'aimerais bien qu'on discute. Je pense que nous étions tous les deux sous pression à l'époque. Je serai peut-être à Paris le mois prochain pour le travail. Le changement de ton était presque académique. Aucune mention de mon absence d'avenir. Aucune mention de niveau, juste de l'histoire révisée. J'ai fini par répondre avec une seule phrase. J'espère que tu vas bien. Rien de plus. Sa réponse est arrivée en quelques minutes. C'est tout? Après tout ce qu'il y a eu? J'ai considéré ce mot soigneusement. Tout. 3 ans où l'ambition était un handicap, où la croissance était traitée comme un délire, où le doute était présenté comme du réalisme. J'ai tapé lentement. Nous avons tous les deux dit ce que nous croyions à l'époque. Il y a eu une longue pause avant qu'elle ne réponde. J'avais tort. C'était nouveau. Puis est venu le vrai pivot. J'ai beaucoup grandi. Je vois les choses différemment maintenant. Je pense que nous étions vraiment bien ensemble. Peut-être que nous nous sommes juste rencontrés au mauvais moment. Mauvais moment. J'ai regardé autour de mon appartement dans le Marais. La vue sur les toits, la pile d'esquisses de produits sur mon bureau, la photo encadrée sur l'étagère de moi et de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'a jamais qualifié mon ambition d'irréaliste. Le timing n'avait rien à voir là-dedans. La croyance, si, et j'allais le rendre très clair. Son dernier message restait là sur mon écran. Peut-être que nous nous sommes juste rencontrés au mauvais moment. Pendant une seconde, j'ai envisagé d'écrire une longue réponse, quelque chose de structuré, de mesuré, expliquant que la croyance n'est pas saisonnière, que le soutien n'est pas conditionnel. Que l'on ne peut pas dénigrer l'ambition de quelqu'un et ensuite prétendre avoir toujours vu son potentiel une fois qu'il se matérialise. À la place, j'ai tapé 3 mots. On s'est rencontrés correctement. Elle a répondu presque instantanément. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as dit exactement ce que tu croyais. Il y a eu une pause. Puis elle a encore pivoté. J'avais peur à l'époque. Tu parlais de partir. Je ne savais pas comment le gérer. Les gens disent des choses quand ils se sentent en insécurité. C'était probablement la chose la plus honnête qu'elle ait écrite jusqu'à présent. Mais l'honnêteté après coup ne réécrit pas le comportement. Mon téléphone a vibré à nouveau. Je suis dans un état d'esprit différent maintenant. J'ai mûri. Je ne te parlerai plus comme ça. J'ai regardé à l'autre bout de la pièce vers Sophie. Elle était assise sur le canapé avec son ordinateur portable ouvert, examinant une maquette de design que je lui avais montrée plus tôt. Elle a levé les yeux et m'a souri sans autre raison que l'envie de le faire. Sophie n'a jamais douté que je puisse gérer Paris. Elle n'a jamais présenté la croissance comme un délire. Quand j'ai douté de moi pendant mon premier trimestre brutal au nouveau travail, elle n'a pas minimisé la chose. Elle a écouté. Puis elle a posé des questions pratiques. Puis elle m'a rappelé qui j'étais. Pas de drame, pas de jeu de pouvoir, juste de l'alignement. Mon téléphone a vibré à nouveau. On peut au moins prendre un café quand je serai en ville. C'est là qu'il est devenu clair qu'il ne s'agissait pas de tourner la page. C'était un recalibrage. Elle avait vu la version publique de ma vie et avait décidé qu'elle correspondait à son récit. Maintenant. J'ai déverrouillé mon téléphone une dernière fois. Je te souhaite le meilleur, Léa. Ensuite, j'ai bloqué son numéro,
je l'ai bloqué sur LinkedIn, je l'ai bloqué sur Instagram. Pas d'annonce, pas de confrontation, juste une limite nette. J'ai posé le téléphone et je me suis approché de Sophie. Tout va bien, a-t-elle demandé. Oui. J'ai embrassé son front légèrement. Je ferme juste un vieux chapitre. Et cette fois, je n'ai pas regardé en arrière. La bloquée n'a pas été dramatique. Il n'y a pas eu de poussée d'émotion, pas de discours final, juste le silence là où son nom apparaissait auparavant. La semaine suivante, elle a tenté un dernier angle, un courriel. Objet, une simple conclusion. Je l'ai lu une fois. Elle écrivait sur la croissance, sur la façon dont voir mon succès lui avait fait réaliser qu'elle avait projeté sa propre peur sur moi. Elle disait avoir été intimidée par l'idée d'être laissée pour compte. Elle disait avoir confondu la stabilité avec la limitation. C'était réfléchi, presque articulé, mais c'était trop tard. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai transféré le courriel dans un dossier d'archives et je l'ai supprimé de ma boîte de réception. Sophie et moi avons dîné ce soir-là dans un petit restaurant italien à Saint-Germain-des-Prés. Rien de sophistiqué, juste de la bonne nourriture et une conversation facile. À un moment donné, elle m'a demandé ce que cela faisait d'avoir enfin terminé le lancement du produit. Soulageant, ai-je dit. La pression en valait la peine. Elle a hoché la tête. Je n'ai jamais douté que tu y arriverais. Ce n'était pas de la flatterie. C'était une croyance fondamentale. Cette différence change tout. Au cours de l'année suivante, mon rôle s'est encore élargi. On m'a confié la supervision d'une nouvelle initiative. Plus de responsabilité, plus de visibilité. Le succès était progressif, pas explosif, ce qui le rendait réel. À l'occasion, des connaissances communes de Lyon mentionnaient Léa au détour d'une conversation. Elle avait changé d'emploi 2 fois, déménagé, était sortie brièvement avec quelqu'un dans la finance. Il n'y avait aucune amertume quand je l'entendais, juste de la distance. Un soir, en parcourant un article du secteur qui mentionnait à nouveau notre équipe, je me suis souvenu de ce dîner d'il y a 3 ans. Tu n'as pas un avenir comme tu le penses. Elle avait à moitié raison. Je n'avais pas d'avenir avec elle, mais j'en ai construit un quand même. Pas bruyamment, pas pour prouver quelque chose, juste parce qu'il était là à construire. Et au final, la partie la plus satisfaisante n'était pas de la voir essayer de revenir. C'était de réaliser que cela ne m'importait plus qu'elle le fasse ou non.